La quasi-totalité des recommandations présentées dans cet enseignement sont tirées de ces deux rapports de l'ANSES réalisés dans le cadre de l'actualisation du plan national nutrition santé. Avant de démarrer à proprement parler notre propos sur les besoins et repères nutritionnels, revoyons brièvement en quoi l'alimentation est essentielle pour notre santé, ce qui constitue la base pour l'établissement des besoins et des repères. Le point le plus important pour prendre conscience du lien entre alimentation et santé est tout simplement de prendre conscience que notre corps n'est constitué que d'éléments que nous avons ingérés. La littérature scientifique confirmant cette relation entre alimentation et santé est abondante. Dans cette revue du New England Journal of Medicine de 2013, les auteurs résument les données disponibles à l'époque sur les tendances de certains facteurs de risque comportementaux et alimentaires pour les maladies non transmissibles, et ils examinent leur effet sur la santé des populations à travers la planète. On peut voir que, aux côtés du tabagisme et de la consommation d'alcool, l'excès de poids et les facteurs alimentaires sont responsables d'une part importante de la morbidité mondiale, directement ou à travers des facteurs tels que l'hypertension artérielle et une élévation des taux de glycémie et de la pression artérielle. Sur le plan nutritionnel, on retrouve, par ordre d'importance, une faible consommation de fruits, une augmentation de l'IMC, la sédentarité, la consommation de sel, la faible consommation de noix et graines, la faible consommation de légumes, de céréales complètes et de poissons et fruits de mer. Dans cet article, publié dans le JAMA en 2017, les auteurs ont estimé les associations entre la consommation de 10 facteurs alimentaires spécifiques et la mortalité cardio-métabolique, c'est-à-dire par maladie cardiaque, accident vasculaire cérébral et diabète de type 2 chez les adultes américains. Sur les données récoltées en 2013, la consommation suboptimale de facteurs alimentaires était associée à 318 656 décès cardio-métaboliques, soit 45,4% des décès cardio-métaboliques. Les proportions les plus élevées de décès cardio-métaboliques étaient estimées comme étant liées à une consommation excessive de sodium, une consommation insuffisante de noix et graines, une consommation élevée de viande transformée et une faible consommation d'oméga 3 d'origine marine. On voit par exemple qu'une consommation de sodium supérieure à 2 grammes par jour, soit 5 grammes de sel de table par jour, serait responsable de plus de 9% des décès, que la faible consommation de noix et graines et la consommation de viande transformée seraient responsables de plus de 8% des décès. Dans cet autre travail, publié en 2017, les auteurs ont évalué la consommation des principaux aliments et nutriments dans 195 pays, de façon à quantifier l'impact de leur consommation sous-optimale sur la mortalité et la morbidité liées aux maladies non transmissibles. En 2017, 11 millions de décès et 255 millions d'années d'espérance de vie corrigée de l'incapacité étaient imputables à des facteurs de risque liés à l'alimentation. Une forte consommation de sodium, une faible consommation de céréales complètes et de fruits étaient les principaux facteurs de risque de décès et d'incapacité dans le monde et dans de nombreux pays. Le deuxième point essentiel à intégrer est que l'alimentation n'a pas uniquement un rôle physiologique visant à assurer l'homéostasie des organismes adultes et la croissance des organismes en développement, mais qu'elle joue un rôle essentiel dans l'hédonisme et dans la culture. Ces trois fonctions, homéostasie, hédonisme et culture, ont la même importance et aucune des trois ne saurait être privilégiée aux dépens de l'une ou l'autre des deux autres. Ainsi, si en tant que professionnels de santé, nous avons au centre de nos préoccupations l'homéostasie, avec pour objectif de permettre un apport en énergie et en nutriments en adéquation avec les besoins de l'organisme, assurant son bon fonctionnement et le maintien de réserves suffisantes, sans carence ni excès, nous devons impérativement veiller à ce que l'atteinte de ces objectifs ne se fasse pas aux dépens de l'hédonisme ou de la fonction culturelle de l'alimentation. Venons-en maintenant aux besoins nutritionnels. Et commençons par la définition du besoin nutritionnel. Un besoin nutritionnel est la quantité minimale d'énergie ou de nutriments qui doit être régulièrement ingérée pour assurer une nutrition adéquate d'un individu bien portant dont la santé se maintient. Les besoins nutritionnels varient en fonction de l'âge et du sexe, du niveau d'activité physique, de l'état physiologique, comme la grossesse par exemple, des habitudes alimentaires, des antécédents génétiques. Notez bien d'une part que le besoin s'adresse à un individu et non pas à un groupe, et d'autre part que la santé doit être comprise dans son sens global, d'état de complet bien-être physique, mental et social sur le long terme.
Le besoin correspondant au bon fonctionnement des organes est appelé besoin net. Les besoins nutritionnels doivent tenir compte des quantités réellement absorbées et sont donc supérieurs aux besoins nets pour la plupart des nutriments. Le besoin nutritionnel doit également comporter le besoin lié à la constitution des réserves. Ces dernières sont destinées à faire face aux irrégularités d'apport et à un accroissement éventuel des besoins nets, que ce soit au cours d'une situation physiologique ou pathologique. Il est difficile de définir la réserve optimale. Cette dernière devrait être facilement mobilisable et ne pas avoir de conséquences néfastes pour la santé. En cas de pool fonctionnel insuffisant, on parle de carence. L'apport adéquat en un nutriment ne correspond généralement pas à une valeur fixe, mais à un intervalle permettant de maintenir l'individu en bonne santé. En dessous d'un seuil donné, il existe une déficience et au-delà d'un seuil supérieur, il y a excès. Les besoins nutritionnels recouvrent les besoins en glucides, lipides, protides, vitamines, minéraux et en eau. Chaque nutriment assure une fonction particulière dans l'organisme. Les besoins sont donc définis pour l'énergie, c'est-à-dire la somme des glucides, lipides et protéines, pour l'azote protéique, pour les 9 acides aminés indispensables, pour les acides gras polyinsaturés N-6 et N-3, pour les 3 vitamines liposolubles A, E, D, pour les 9 vitamines hydrosolubles, groupe B et vitamine C, et enfin pour les 21 minéraux indispensables. Voyons maintenant ce que sont les valeurs nutritionnelles de référence. L'expression générale valeur nutritionnelle de référence ou VNR désigne un ensemble de valeurs alimentaires numériques qui couvrent le besoin nutritionnel moyen, BNM, la référence nutritionnelle pour la population, RNP, l'apport satisfaisant, AS, l'intervalle de référence pour les macronutriments, IR, et la limite supérieure de sécurité, LSS, qui correspond à la quantité maximale d'un nutriment susceptible d'être consommé en toute sécurité sur une longue période de temps. Les valeurs nutritionnelles de référence guident les professionnels quant aux quantités de nutriments nécessaires pour maintenir l'équilibre d'une personne ou d'un groupe de personnes, par ailleurs en bonne santé. Les VNR ne doivent pas être comprises comme des objectifs ni des recommandations nutritionnelles destinées directement aux consommateurs. Elles sont destinées aux décideurs politiques. Les VNR servent également de base aux informations nutritionnelles qui figurent sur les étiquettes des aliments, ainsi qu'à la définition de lignes directrices alimentaires qui peuvent guider les consommateurs pour faire des choix alimentaires sains. Les VNR sont destinés aux personnes en bonne santé. Les personnes qui souffrent de maladies sont susceptibles de présenter des besoins différents. Ce sont les professionnels de la santé qui fourniront les conseils adaptés aux individus ou aux groupes de personnes qui présentent des besoins spécifiques. Le besoin nutritionnel moyen correspond au besoin moyen au sein de la population tel qu'estimé à partir de données individuelles d'apport en relation avec un critère d'adéquation nutritionnelle lors d'études expérimentales. Ces données sont souvent obtenues sur un nombre faible d'individus. Les études expérimentales sont conduites à plusieurs niveaux d'apport du nutriment étudié. Les critères utilisés sont souvent des critères de bilan en nutriments ou de renouvellement métabolique, de modification de l'état des réserves ou des marqueurs des fonctions associées aux nutriments lors d'études de déplétion-réplétion. Dans certaines situations physiologiques, comme la croissance ou la grossesse, le besoin peut être calculé par la méthode factorielle sur la base des critères précédemment décrits et en tenant compte de composantes supplémentaires liées à ces situations. La distribution du besoin en un nutriment donné dans la population se répartit le plus souvent selon une courbe gaussienne où la moyenne correspond au besoin nutritionnel moyen. Le coefficient de variation diffère d'un nutriment à l'autre, mais il se situe le plus souvent autour de 15%. Il est cependant de 20% pour les folates et de 25% pour le fer. La RNP est calculée à partir de l'estimation des paramètres de la distribution du besoin. Le plus souvent, la RNP est estimée à partir du besoin nutritionnel moyen auquel on ajoute 2 écarts-types pour déterminer ainsi l'apport qui couvre le besoin de 97,5% de la population. L'écart-type étant le plus souvent estimé à 15% du besoin nutritionnel moyen, la référence nutritionnelle pour la population vaut alors 1,3 fois le besoin nutritionnel moyen. Cette définition est consensuelle dans le monde. Elle correspond à celle de l'ancien terme apport nutritionnel conseillé ou ANC. L'apport satisfaisant
correspond à l'apport moyen d'une population ou d'un sous-groupe pour lequel le statut nutritionnel est jugé satisfaisant. L'apport satisfaisant est la référence nutritionnelle retenue quand le BNM et donc la RNP ne peuvent pas être estimés, faute de données suffisantes, ou bien quand la valeur de RNP peut être estimée mais n'est pas jugée satisfaisante au regard d'observations de population à long terme, établissant que cette RNP ne permet pas de satisfaire des critères de santé. L'intervalle de référence est l'intervalle d'apport considéré comme satisfaisant pour le maintien de la population en bonne santé. Il s'agit d'une référence nutritionnelle spécifique des macronutriments énergétiques et qui est exprimée en pourcentage de l'apport énergétique total. La limite supérieure de sécurité est l'apport journalier chronique maximal d'une vitamine ou d'un minéral considéré comme peu susceptible de présenter un risque d'effets indésirables sur la santé de toute la population. Voyons maintenant quelles sont les références nutritionnelles pour les macronutriments énergétiques. Commençons par voir les besoins énergétiques à proprement parler. Comme vous le savez, le poids corporel est réglé par la balance énergétique. Pour que le poids soit stable, il est nécessaire que les apports énergétiques soient strictement équivalents aux dépenses énergétiques. Les apports énergétiques chez l'individu en bonne santé proviennent des lipides, glucides et protides apportés par l'alimentation. Les dépenses sont quant à elles représentées par la dépense énergétique de repos, les dépenses de thermogénèse et l'activité physique. Cette balance énergétique est finement régulée. Un individu dont les besoins énergétiques moyens sont de 2200 kcal par 24 heures doit ingérer sur une année précisément 803 000 kcal pour maintenir un poids stable. Une erreur de 1% correspond à une erreur de 22 kcal par jour, ce qui correspond à 8030 kcal sur l'année si elle est répétée de façon quotidienne, soit la quantité d'énergie nécessaire pour prendre 1 kg sur une année et 10 kg en 10 ans. On voit à quel point la régulation de cette balance énergétique doit être précise lorsque l'on sait que 22 kcal ne représentent qu'un demi-yaourt maigre ou quelques cacahuètes. Il existe cependant des mécanismes d'adaptation et toute l'énergie prise en excès ne s'accumule pas sous forme de graisse, une partie étant oxydée. Dans la réalité, cette erreur de 1% ne conduira donc pas à la prise de 10 kg en 10 ans. Dans tous les cas, pour prendre du poids, il est nécessaire de consommer plus d'énergie que ce que l'on en dépense. Et consommer plus d'énergie que ce que l'on dépense, c'est nécessairement manger plus et ou bouger moins. Les déterminants de nos prises et dépenses énergétiques sont cependant multiples. Ils font intervenir des facteurs personnels, génétiques et biologiques, mais aussi psychologiques. Ils mettent également en jeu des facteurs environnementaux et sont en partie dépendants de notre entourage proche, famille, amis, éducateurs. Mais aussi, à une plus large échelle, de facteurs politiques et sociétaux tels que l'alimentation produite et mise à notre disposition, mais aussi l'environnement construit et les règles d'urbanisme. Ce graphique met en évidence l'importance de la part génétique dans la régulation de la balance énergétique. Chez des individus de même tranche d'âge et de même sexe, il existe une bonne corrélation entre la masse maigre et la dépense énergétique de repos. Cependant, ce qui vaut pour une population ne vaut pas pour les individus de cette même population. Ainsi, si l'on prend les deux individus, entourés ici par des cercles rouges, on voit que malgré leur âge similaire et leur même sexe, leur dépense énergétique de repos est très différente, autour de 1500 pour l'un et de 2100 kcal pour l'autre. De toute évidence, les besoins énergétiques de ces deux individus seront très différents. On voit donc que la plupart des facteurs qui déterminent la balance énergétique, comme les facteurs génétiques, mais aussi les facteurs sociétaux et politiques, ne dépendent pas de l'individu. Ces éléments sont particulièrement importants à garder en mémoire lorsque l'on parle d'obésité, pour ne pas culpabiliser l'individu de son état dont il n'est pas responsable, même s'il est le seul à pouvoir prendre la responsabilité de changer ses rapports à l'environnement de façon à contrôler son poids. Le besoin énergétique BE d'un individu est égal à sa dépense énergétique totale, DET, qui peut être estimée à partir de sa dépense énergétique de repos, DER, corrigée par un facteur correspondant au niveau d'activité physique, NAP. Le facteur correcteur est respectivement de 1,4, 1,6, 1,8 et 2
pour des niveaux d'activité physique considérés comme faibles, moyens, forts ou très forts. L'estimation du besoin énergétique d'une population suppose donc de connaître le besoin énergétique de base des individus de cette population, estimé à partir de l'âge, du sexe, de la taille et du poids, ainsi que le niveau d'activité physique moyen de cette population, le NAP. Les données de l'étude INCA ont permis d'estimer ces besoins pour la population française. Les études INCA sont des études nationales réalisées par l'ANSES tous les 7 ans afin de bien connaître l'alimentation et l'état nutritionnel de la population française et ainsi de mieux prévenir les maladies liées à l'alimentation et à améliorer l'état de santé général. L'étude INCA 2, réalisée en 2006-2007, a été utilisée pour calculer le besoin énergétique des populations par sexe et tranche d'âge. Les 5 équations permettant d'estimer la dépense énergétique de repos ont été utilisées. Le niveau d'activité physique utilisé a été de 1,63, tel que défini en 2011 par le Scientific Advisory Committee on Nutrition au Royaume-Uni sur 929 individus par la méthode de référence à l'eau doublement marquée avec des 25e et 75e centiles de 1,49 et 1,78. Prenant en compte ces considérations, ce tableau figure les résultats, avec la dépense énergétique estimée en fonction de chacune des 5 équations par tranche d'âge et par sexe. Nous avons fait figurer en rouge à l'extrémité du tableau la moyenne des 5 équations. Pour une tranche d'âge donnée, la différence du besoin énergétique entre les hommes et les femmes atteint près de 600 kilocalories. Cette simulation, à partir de l'étude 1K2, permet donc de définir un besoin énergétique respectivement de 2600 kilocalories par jour et de 2100 kilocalories par jour pour les hommes âgés de 18 à 69 ans et les femmes âgées de 18 à 59 ans. On rappellera que pour le sujet âgé, le besoin énergétique retenu est de 36 kilocalories par kilogramme et par 24 heures. Pour les enfants, on estime que le besoin énergétique moyen est de 1100 kilocalories par jour à l'âge de 1 an et que celui-ci croît ensuite de 100 kilocalories par jour et par année jusqu'à l'adolescence, atteignant 2100 kilocalories par jour à l'âge de 11 ans. La dépense, et par conséquent les besoins énergétiques, diffèrent peu entre les garçons et les filles jusqu'à l'adolescence. La différence s'installe ensuite avec la modification de composition corporelle en réponse à l'imprégnation hormonale de l'adolescence. Les besoins énergétiques sont couverts par les apports en macronutriments, glucides, lipides et protides. Les intervalles de référence recommandés sont pour les protéines de 10 à 20% des apports énergétiques totaux, pour les lipides de 35 à 40% des apports énergétiques totaux ou de 30 à 35% en cas d'activité physique très forte, et pour les glucides de 40 à 55% des apports énergétiques totaux ou de 50 à 60% en cas d'activité physique très forte. Voyons quelles sont les références nutritionnelles pour les protéines. Les protéines ont des fonctions multiples. Elles ont un rôle structural, comme le collagène ou la kératine. Elles jouent un rôle de régulation à travers les hormones peptidiques. Elles participent au mouvement à travers les protéines musculaires. Elles permettent le transport de molécules comme l'hémoglobine ou la transthyrétine. Elles jouent un rôle dans l'immunité avec les immunoglobulines. Elles servent de récepteurs et de transporteurs membranaires. Elles jouent un rôle dans le contrôle du métabolisme à travers les enzymes protéiques. Et enfin, elles ont un rôle en tant que substrat énergétique. Sur la douzaine de kilos de protéines d'un homme de 70 kilos, environ 400 grammes sont renouvelés tous les jours. C'est-à-dire que 400 grammes de protéines vont être détruites et autant vont être synthétisées. La synthèse se fait à la fois à partir des acides aminés recyclés à partir des protéines détruites et à partir des acides aminés apportés à partir des protéines alimentaires. On estime qu'environ 70 à 100 grammes d'acides aminés vont être détruits par le foie, les muscles et les reins, ce qui va entraîner une perte de 16 grammes d'azote dans les urines. Les besoins en protéines alimentaires vont par conséquent être de 70 à 100 grammes de protéines biodisponibles. Les protéines sont essentiellement une source d'acides aminés et les 20 acides aminés de protéines alimentaires peuvent être classés en 2 catégories. La première catégorie comprend 9 acides aminés dits indispensables qui ne peuvent être synthétisés en quantité suffisante par l'organisme et doivent donc impérativement être apportés par l'alimentation. La deuxième catégorie comprend les 11 autres acides aminés non indispensables.
Parmi ces derniers, certains sont dits conditionnellement essentiels ou indispensables, car ils ne peuvent être synthétisés de façon suffisante dans des circonstances particulières. C'est notamment le cas de la glutamine, qui va être fortement consommée en cas d'agression de l'organisme et qui va alors devoir être apportée par l'alimentation. La qualité des sources alimentaires de protéines est principalement définie par leur capacité à couvrir les besoins en acides aminés indispensables. Les protéines animales, majoritaires dans l'alimentation des pays industrialisés, proviennent notamment du lait, de l'œuf, des poissons et de la viande. Elles ont une composition en acides aminés indispensables correspondant parfaitement aux besoins humains et présentent une excellente digestibilité. Les protéines végétales proviennent essentiellement des céréales et des légumineuses. Elles présentent, pour la plupart d'entre elles, une teneur limitante en au moins un acide aminé indispensable et elles ont une moindre digestibilité que les protéines animales. Les céréales sont pauvres en lysine et les légumineuses sont pauvres en méthionine. Pour obtenir une alimentation équilibrée en acides aminés à partir de protéines végétales, il est ainsi nécessaire d'associer différents aliments végétaux, comme des graines de légumineuses, les lentilles, les fèves, les pois, etc., et des céréales, comme le riz, le blé, le maïs, etc. Il existe cependant de rares cas de végétaux présentant une teneur en acides aminés indispensables correspondant aux besoins humains. Il s'agit notamment du soja et du quinoa. La qualité alimentaire d'une protéine dépend donc de sa capacité à couvrir les besoins en acides aminés humains et de sa digestibilité. Le score en acides aminés corrigé de la digestibilité des protéines, ou indice DISCO, ou encore PDCAAS pour les anglo-saxons, Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score, sert à évaluer la qualité des protéines en fonction de ces deux critères. Ce graphique montre l'indice DISCO pour différentes protéines alimentaires. On peut voir que cet indice est équivalent pour l'isolat protéique de soja et les protéines de référence que sont la caséine et le blanc d'œuf. Pour prendre un exemple, un adulte qui a besoin de 50 grammes de protéines par jour peut satisfaire l'ensemble de ses besoins en protéines en consommant 50 grammes d'un isolat protéique de soja. Le blé complet a un indice DISCO de 0,40. Cela signifie qu'il faudrait consommer 125 grammes de protéines de blé complet pour obtenir la quantité d'acides aminés indispensables fournie par 50 grammes de cet isolat de soja. Il faut de plus considérer, par exemple, que le boulgour cuit ne contient que 3% de protéines, alors que le tofu en contient 9%. On imagine la quantité de céréales nécessaires pour couvrir ses besoins. Vous trouverez sur cette table la teneur en protéines d'un certain nombre d'aliments d'utilisation courante. Ces éléments nous amènent à la question des apports en protéines de régimes particuliers, comme les régimes végétariens et végétaliens. Les régimes végétariens non stricts, c'est-à-dire n'excluant pas les produits laitiers ni les œufs, permettent d'assurer un apport protéique en quantité et en qualité satisfaisante pour l'enfant et pour l'adulte. Chez les végétaliens adultes, une attention particulière doit être apportée à la couverture de l'apport protéino-énergétique et à l'utilisation de sources protéiques qui se complètent, céréales plus légumineuses ou soja. Les risques du régime végétalien sur le développement de l'enfant ne doivent pas être négligés. L'ANSES considère que la référence nutritionnelle en protéines des adultes en bonne santé est de 0,83 g par kilogramme et par jour. En 2016, un groupe de travail de l'agence a établi une recommandation de répartition des protéines dans l'apport énergétique total, l'AET, quotidien. L'intervalle de référence retenu pour les adultes est de 10 à 20% de l'AET. Il est difficile, compte tenu de l'insuffisance de données disponibles, de définir une limite supérieure de sécurité pour l'apport protéique. Dans l'état actuel des connaissances, des apports entre 0,83 et 2,2 g par kilogramme et par jour de protéines, soit de 10 à 27% de l'apport énergétique, peuvent être considérés comme satisfaisants pour un individu adulte de moins de 60 ans. La référence nutritionnelle en protéines chez les personnes âgées est légèrement plus élevée, de l'ordre de 1 g par kilogramme et par jour, ainsi que chez les femmes enceintes et allaitantes, pour qui elle est de 1,2 g par kilogramme et par jour, avec au moins 70 g par jour. L'urée urinaire est un bon reflet de l'apport en protéines alimentaires. Elle correspond à la majorité des protéines dégradées qui, à l'état stable, correspondent aux protéines ingérées. 30 grammes ou 500 millimoles d'urée urinaire correspondent à 100 grammes de protéines ingérées. La valeur calorique d'un gramme de protéines étant de 4 kilocalories, cela correspond à 400 kilocalories ingérées à partir des protéines.
De façon assez constante, les protéines représentent dans la population française, et d'ailleurs dans beaucoup de populations, environ un sixième des apports caloriques, ou 17%. On peut donc estimer, à partir des calories d'origine protéique, les calories ingérées en multipliant par 6. Exemple, 30 grammes d'urée urinaire sur 24 heures, soit 100 grammes de protéines ingérées, soit 400 multiplié par 6, égale 2400 kilocalories par 24 heures. Voyons maintenant les références nutritionnelles pour les acides gras. Dans l'organisme, les lipides jouent deux rôles majeurs. Un rôle de stockage de l'énergie. Dans ce cas, les lipides sont sous forme de triglycérides, présents notamment dans les tissus adipeux, et un rôle structural. Dans ce cas, ils sont sous forme de phospholipides et entrent dans la composition des membranes des cellules, dont ils assurent notamment la fluidité. Cependant, ils ont également d'autres rôles, tels que la signalisation intracellulaire, avec le diacylglycérol par exemple, ou encore dans le contrôle de l'inflammation, avec notamment une compétition entre les acides gras oméga 6, pro-inflammatoires, et oméga 3, anti-inflammatoires. Si les lipides apportent de l'énergie avec 9 kilocalories par gramme, ils apportent également des vitamines liposolubles A, D, E et K, ainsi que des acides gras essentiels. Les lipides alimentaires se présentent très majoritairement sous forme de triglycérides constitués d'un squelette carboné, le glycérol, estérifié par 3 acides gras. La qualité des lipides alimentaires tient surtout à la nature de leurs acides gras. On retrouve les acides gras saturés, AGS, qui ne possèdent aucune double liaison, les acides gras monoinsaturés, AGMI, qui possèdent une seule double liaison, et les acides gras polyinsaturés, AGPI, qui possèdent plusieurs doubles liaisons. Les acides gras saturés sont linéaires et rigides, alors que les acides gras insaturés sont courbes et flexibles. Si les triglycérides et leurs acides gras sont surtout connus pour leur apport en énergie, ils servent également à former les membranes cellulaires et à assurer le bon fonctionnement des cellules. Plus une membrane cellulaire est riche en acides gras insaturés, plus elle est souple. La qualité des signaux cellulaires provenant des membranes, le diacylglycérol est libéré à partir des membranes cellulaires. Donc la qualité des signaux cellulaires provenant des membranes dépend également de leur composition en acides gras. Et la nature des acides gras qui composent l'organisme est le reflet de la consommation alimentaire. On retrouve donc dans l'alimentation des acides gras saturés et des acides gras insaturés. Les acides gras insaturés se subdivisent en monoinsaturés, oméga 9, et polyinsaturés, oméga 3 et oméga 6. Les nombres 3, 6 ou 9 désignent le carbone, où se situe la première double liaison en partant du groupement méthyle. Du point de vue physiologique, on distingue les acides gras indispensables, nécessaires au développement et au bon fonctionnement du corps humain, mais que notre corps ne sait pas fabriquer. Les acides gras conditionnellement indispensables, essentiels pour la croissance normale et les fonctions physiologiques des cellules, mais qui peuvent être fabriqués à partir de leur précurseur s'il est apporté par l'alimentation. Ils sont donc rigoureusement requis si leur précurseur indispensable est absent. Enfin, les acides gras non indispensables ni essentiels. Les acides gras indispensables et conditionnellement indispensables constituent les acides gras essentiels. Il existe deux grandes familles d'acides gras essentiels, les acides gras oméga 6 ou acides gras polyinsaturés N-6, dont le précurseur et représentant majeur est l'acide linoléique indispensable. Son dérivé majoritaire est l'acide arachidonique, conditionnellement indispensable. Deuxième famille, les acides gras polyinsaturés oméga 3 ou acides gras polyinsaturés N-3, dont le précurseur indispensable est l'acide alpha-linolénique ALA. À partir de cet acide gras peuvent être synthétisés les acides eicosapentaénoïques, EPA, et docosahexaénoïques, DHA. Cependant, le DHA, contrairement à l'EPA, ne peut pas être synthétisé en quantité suffisante pour répondre aux besoins de l'organisme, même en présence d'ALA. Le DHA est de ce fait considéré comme indispensable, alors que l'EPA est considéré comme conditionnellement indispensable. L'ALA est retrouvé dans les végétaux alors que EPA et DHA sont apportés par les graisses de poissons de mer. Les acides gras non essentiels sont constitués de l'acide oléique, acide gras monoinsaturé majoritaire dans notre alimentation, et des acides gras saturés, notamment constitués d'acides lauriques, myristiques, palmitiques, qui en excès sont hétérogènes. D'autres acides gras saturés, notamment ceux à chaînes courtes et moyennes, non hétérogènes, ont potentiellement des effets positifs sur la santé.
Enfin, il ne faut pas oublier les acides gras trans. Les acides gras insaturés sont généralement dans la nature sous forme cis, comme montré sur ce schéma. Il est cependant possible d'hydrogéner totalement ou partiellement les huiles en les chauffant sous haute pression. Dans ce cas, les doubles liaisons restantes, qui étaient en position cis flexible, passent en position trans, linéaires et rigides, avec un comportement proche de celui des acides gras saturés, comme on peut le voir sur le schéma de droite. L'hydrogénation partielle des graisses est très utilisée par l'industrie agroalimentaire de façon à les rendre moins liquides et à favoriser leur transport et leur conservation. Cela permet également d'obtenir une matière grasse qui confère onctuosité et croustillant aux aliments. On retrouve les graisses partiellement hydrogénées, surtout dans les produits alimentaires transformés ou ultra transformés, tels que les viennoiseries, les pizzas, les quiches, margarines, barres chocolatées et plats cuisinés, entre autres exemples. À côté de leur origine industrielle, les acides gras trans sont également produits par la rumination et on les retrouve en faible quantité dans la viande et les produits laitiers des ruminants. Les acides gras trans industriels ont des effets délétères sur le profil métabolique et la santé cardiovasculaire, ce qui n'a pas été démontré pour les acides gras trans naturels. Enfin, il ne faudrait pas oublier que l'alimentation contient également du cholestérol. Celui-ci provient exclusivement des produits animaux, à savoir de la viande, des œufs et de la charcuterie. La majorité du cholestérol de l'organisme provient de la synthèse endogène, la part alimentaire étant minoritaire. La synthèse endogène est cependant influencée par l'alimentation, et notamment par la consommation en acides gras saturés et trans-industriels. Les aliments riches en lipides sont, pour les produits animaux, le poisson, les œufs, le fromage, la charcuterie et les viandes. Pour les produits végétaux, les graines et fruits oléagineux et les huiles. Et pour les produits transformés, les viennoiseries, les barres chocolatées et bien d'autres. On parle souvent pour ces derniers de graisses cachées, l'aspect gras n'étant pas toujours visible. Voyez ici le contenu en lipides des principales viandes. Et sur cet écran, la répartition en poissons gras et poissons maigres avec notamment leur teneur en oméga 3. Voici les références nutritionnelles pour les acides gras. Vous voyez que la part recommandée des lipides dans l'apport énergétique est de 35 à 40%. Mais la limite haute de cette fourchette est dépassée en France par environ 43% des adultes et 34% des enfants. Vous trouverez sur ce tableau les références nutritionnelles pour les différents acides gras. Notez que l'acide linoléique est un acide gras N-6, précurseur de l'acide arachidonique, que l'acide alpha-linolénique est un acide gras N-3, précurseur des acides gras N-3 à chaîne longue, EPA et DHA. La capacité de synthèse du DHA à partir de l'acide alpha-linolénique est faible chez l'humain. Le DHA est donc considéré comme un acide gras indispensable. Les acides lauriques, myristiques et palmitiques sont les acides gras saturés considérés comme délétères sur le plan métabolique et de la santé cardiovasculaire. Il est donc conseillé de limiter leur consommation. Voici quelles sont les sources alimentaires en acide laurique. Et plus généralement, les aliments les plus riches en acides lauriques, myristiques et palmitiques sont, pour l'acide laurique, les corps gras végétaux solides pour friture, les produits dérivés de la noix de coco, la margarine, le beurre, les gâteaux et biscuits et les fromages. Pour l'acide myristique, les corps gras végétaux solides pour friture, le beurre, la margarine et les fromages. Et pour l'acide palmitique, les graisses d'oie et de canard, le saindoux, le beurre, la margarine, les huiles et le fromage. On voit que le beurre et le fromage reviennent au niveau de ces trois acides gras et constituent une part importante de leurs apports. Les produits de transformation, le cumul des contributions des pâtisseries et gâteaux, des biscuits sucrés ou salés et bars et des viennoiseries constituent également une part importante des apports. Voyons maintenant les références nutritionnelles pour les glucides. Il existe plusieurs moyens de caractériser les glucides, simples ou complexes, lents ou rapides, sucres, sucres ajoutés, etc. L'ANSES a choisi de diviser les sucres entre d'une part les sucres totaux et d'autre part les amidons et dérivés digestibles de l'amidon. Les sucres totaux comprennent les mono- et diocides et, par assimilation, les sirops de glucose ou de fructose digérés ou absorbés et métabolisés. Le glucose est présent dans la plupart des produits végétaux au goût sucré, les fruits, le miel, certains légumes, mais aussi à l'état libre dans les fluides biologiques, notamment le sang. Il constitue le principal substrat énergétique du cerveau et il est donc important d'en apporter régulièrement. Le fructose est très répandu dans la nature, dans les fruits en particulier, et dans beaucoup de légumes. Il est présent dans l'inuline de racines ou dans les tubercules de certaines plantes, comme l'artichaut, l'oignon, la chicorée, le topinambour.
Le saccharose, dit sucre de table, se compose d'une unité de glucose liée à une unité de fructose. Le saccharose est le sucre de référence pour définir le pouvoir sucrant de substances comme les édulcorants. Le lactose et le galactose sont des sucres naturellement présents dans les produits laitiers. Par ailleurs, au sein des sucres totaux, ont été distingués les sucres naturellement présents dans l'aliment, comme le fructose et le saccharose des fruits et légumes, ou le lactose des produits laitiers, des sucres ajoutés lors de la fabrication de produits alimentaires, qu'ils soient sous forme de sucre ou de matière sucrante, y compris le miel, le sirop d'agave ou d'érable, les concentrés à base de fruits, dans les confitures, etc. Le terme sucre ajouté s'applique ici à tous les composés augmentant la teneur en sucre d'un aliment ou d'une préparation alimentaire. Les amidons et dérivés digestibles de l'amidon sont des glucides complexes, constitués d'une longue chaîne ramifiée d'unités glucose, digérées et majoritairement absorbées dans l'intestin sous forme de glucose. Chez les végétaux, ils ont un rôle de réserve. Les glucides constituent la source d'énergie la plus rapidement utilisable par l'organisme et ils sont impliqués dans l'anabolisme des protéines. Ils ont donc un rôle essentiellement énergétique. Ils sont indispensables au fonctionnement des muscles et du cerveau. On les trouve principalement dans les céréales, les fruits secs, les fruits frais, le miel, le sucre complet, les tubercules, le lait, etc. Les glucides se distinguent en fonction de leur index glycémique, c'est-à-dire de leur capacité à faire monter la glycémie dans les 2 heures qui suivent leur absorption. Les aliments à fort index glycémique, parfois appelés sucres rapides, sont ceux qui entraînent de fortes montées de la glycémie après leur ingestion, comme sur la courbe en rouge. Les aliments à faible index glycémique, parfois appelés sucres lents, sont ceux qui entraînent une montée moins importante, mais plus prolongée de la glycémie, comme sur la courbe jaune. Pour calculer l'index glycémique d'un aliment, on prend un aliment de référence, le glucose ou le pain blanc, que l'on administre. Puis on mesure l'air sous la courbe de la glycémie obtenue dans les 2 heures qui suivent l'ingestion de l'aliment étudié, et on la rapporte à celle obtenue avec l'aliment de référence. Lorsque l'index est inférieur à 55, l'aliment est considéré comme à faible index glycémique. Lorsqu'il est supérieur à 70, il est considéré comme à fort index glycémique, et entre les deux, il est considéré comme à index glycémique intermédiaire. Ce tableau montre les index glycémiques de différents aliments. La notion d'index glycémique doit cependant être utilisée avec beaucoup de précaution, car de nombreux éléments influencent cet index. Il dépend notamment des prises alimentaires concomitantes, de facteurs génétiques, du mode de vie, de la sensibilité à l'insuline et du microbiote intestinal. Cette figure, issue d'un article scientifique publié dans la revue Cell en 2015, illustre l'importance des facteurs personnels dans l'index glycémique d'un aliment. Elle montre la réponse glycémique à une prise de pain de 4 personnes, chacune des 4 personnes ayant mangé la même quantité de pain à 2 reprises. 2 courbes de même couleur montrent la réponse glycémique chez une même personne après 2 prises identiques d'une même quantité de pain. On voit qu'il existe une grande reproductibilité intra-individuelle de la réponse glycémique. En revanche, les réponses sont très différentes d'un individu à l'autre, témoignant d'une forte variabilité inter-individuelle. Dans ce travail, les auteurs montrent que l'un des déterminants essentiels de la réponse glycémique est la composition du microbiote intestinal. Par fibres alimentaires, on désigne les polymères glucidiques comportant au moins 10 unités monomères qui ne sont pas hydrolysées par les enzymes dans l'intestin grêle des humains. Elles font donc partie des glucides. On en distingue 3 catégories. Les fibres naturellement présentes dans l'aliment et provenant des parois des cellules végétales, on les retrouve dans les fruits, les légumes, les céréales. Les polymères glucidiques qui ont été obtenus à partir de substances alimentaires brutes par des moyens physiques, enzymatiques ou chimiques, et dont un effet physiologique bénéfique sur la santé a été démontré. Enfin, les polymères glucidiques synthétiques, dont un effet physiologique bénéfique pour la santé, a également été démontré. Les fibres alimentaires regroupent les constituants des parois végétales, hémicellulose, cellulose et pectine, des produits utilisés comme additifs pour leurs propriétés technofonctionnelles, des gommes, guar ou xanthane ou carragénane, les amidons résistants naturels ou obtenus par voie technologique, des oligosaccharides indigestibles, fructo-oligosaccharides, oligofructose et galacto-oligosaccharides. Globalement, la consommation de fibres est associée à une réduction du risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, de cancer du côlon rectum et du sein, à partir de 25 grammes par jour, et de façon plus concordante de 30 grammes par jour.
Ce tableau présente la teneur en fibres de différents aliments. L'intervalle de référence en glucides pour la population générale adulte est de l'ordre de 40 à 55% de l'énergie. Il s'agit de l'intervalle d'apport considéré comme optimal pour la réduction du risque de prise de poids et de troubles métaboliques, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de certains cancers. Il est également recommandé de ne pas consommer plus de 100 grammes de sucre totaux par jour, hors lactose et galactose, et pas plus d'une boisson sucrée en privilégiant les jus de fruits. L'excès de sucre peut entraîner surpoids, obésité et maladies qui y sont associées, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires et certains cancers. La relation entre consommation de sucre et carie dentaire est également démontrée. L'apport satisfaisant en fibres est de 30 grammes par jour. Voici la composition en glucides à connaître des principaux aliments. Pour conclure ce chapitre sur les macronutriments, vous trouverez ici un tableau récapitulatif de leurs références nutritionnelles. Nous allons maintenant voir les références nutritionnelles pour les nutriments non énergétiques. En 2010, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ou EFSA, a défini un apport satisfaisant en eau pour les hommes et femmes adultes ayant un mode de vie modérément actif, correspondant à un NAP de 1,6 et vivant dans un milieu tempéré. Cet apport satisfaisant concerne toutes les sources d'eau, c'est-à-dire l'eau de boisson, l'eau présente dans les autres boissons et l'eau contenue dans les aliments. Le FSA estime que les données disponibles pour les adultes permettent de définir un apport satisfaisant basé à la fois sur les apports observés, mais aussi sur les données d'apport permettant d'atteindre une osmolarité urinaire adéquate de 500 milliosmoles par litre. L'apport satisfaisant est ainsi défini à 2 litres par jour pour les femmes et 2,5 litres par jour pour les hommes. Il y a peu de stock de micronutriments, il faut donc des apports journaliers via l'alimentation. Il existe 13 vitamines, 4 liposolubles, A, D, E et K, et 9 hydrosolubles, C, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 et B12. Le risque de carence concerne en premier lieu la vitamine A, la vitamine D et la vitamine C. Sous le terme vitamine A, on regroupe le rétinol libre et estérifié présent dans l'alimentation, ainsi que ses métabolites produits dans l'organisme et responsables de son activité biologique. Il s'agit du rétinol et des acides rétinoïques. Et parmi les vitamines A, on trouve aussi les caroténoïdes provitaminiques, bêta-carotène, alpha-carotène et bêta-cryptoxanthine. Afin de tenir compte de la conversion incomplète des caroténoïdes provitaminiques en rétinol, l'activité vitaminique de ces composés est exprimée en équivalent rétinol, ER, selon les formules suivantes. 1 microgramme de rétinol égale 1 microgramme d'équivalent rétinol. 1 microgramme de bêta-carotène égale 1/12e de microgramme d'équivalent rétinol. Ce coefficient de 1/12e correspond à une valeur moyenne proposée par l'IOM en 2001 pour un régime de type occidental et une population avec des réserves satisfaisantes en vitamine A. Le caractère indispensable de la vitamine A tient au rôle de l'acide rétinoïque dans la régulation de l'expression du génome. Le rétinol est également indispensable à la vision et il participe à la fonctionnalité du système immunitaire, à la santé des épithéliums muqueux, de l'œil notamment, et à la croissance. Sa carence entraîne une atteinte oculaire nommée xérophthalmie. Seuls les produits animaux contiennent du rétinol, l'huile de poisson, le beurre, le foie de volaille, etc. Les légumes colorés contiennent de la vitamine A sous forme de carotène. C'est le cas de l'abricot, du melon, de la carotte, etc. Ce tableau figure les principales sources alimentaires de rétinol. Le pyrophosphate de thiamine, TPP, représente la forme active de la vitamine B1. La thiamine est un coenzyme impliqué principalement dans le métabolisme glucidique. Le besoin en vitamine B1 est donc dépendant de l'apport glucidique et les références nutritionnelles peuvent être exprimées en milligrammes par joule ou en milligrammes par mégajoule, en tenant compte des recommandations relatives à la contribution des macronutriments à la couverture des besoins énergétiques. D'après les données du SICAL, les principales sources de thiamine sont la levure alimentaire, les produits céréaliers complets, la viande, particulièrement le porc, et les oléagineux. D'après l'enquête 1K2, les principaux aliments contributeurs de vitamine B1 pour les adultes français sont la charcuterie, pour 11,4%, les pains et produits de panification sèche, tels que les biscottes, pour 9,2%, la viande pour 9%, les légumes pour 7,6% et les céréales de petit déjeuner pour 5,1%. Voici donc les références nutritionnelles de la vitamine B1.
La riboflavine, vitamine B2, intervient comme un coenzyme de flavoprotéines dans le catabolisme des acides gras, de certains acides aminés et des bases puriques, mais aussi dans la transformation du succinate en fumarate, entré dans le cycle de Krebs, et elle intervient également dans la chaîne respiratoire. Voici quelles sont les références nutritionnelles de la vitamine B2. La vitamine B3 ou niacine ou encore vitamine PP intervient comme cofacteur d'oxydoréduction dans le métabolisme du glucose, des acides aminés et des acides gras. Voici les références nutritionnelles de la vitamine B3. La vitamine B5 ou acide pantothénique est un précurseur métabolique de la coenzyme A. Elle joue un rôle essentiel dans la synthèse et le métabolisme des protéines, des glucides et des lipides. Voici les références nutritionnelles de la vitamine B5. Parmi les 6 composés de la vitamine B6, le PLP est un coenzyme de nombreuses enzymes impliquées dans le métabolisme des acides aminés. C'est aussi un cofacteur des décarboxylases impliquées dans la synthèse des neurotransmetteurs. Les références nutritionnelles de la vitamine B6 sont indiquées ici. Sous le terme vitamine B9 sont regroupés l'acide folique et ses dérivés, les folates. L'acide folique est plus stable que les folates et il présente une meilleure biodisponibilité, qui peut atteindre 85%, tandis que celle des folates naturels est de l'ordre de 50%. Pour tenir compte de cette différence de biodisponibilité, la notion d'équivalent folates alimentaires, EFA, est utilisée. Ainsi, 1 microgramme de EFA équivaut à 1 microgramme de folates alimentaires et à 0,6 microgramme d'acide folique. Pour les femmes en période périconceptionnelle, 8 semaines avant et 8 semaines après la conception, on retient la nécessité d'un apport supplémentaire permettant d'atteindre 400 microgrammes par jour de FA pour réduire le risque d'anomalie de fermeture du tube neural. En 2014, le FSA confirme la limite de sécurité proposée par la Société chimique de France, à savoir 1 mg par jour chez l'adulte, et cela ne concerne que l'acide folique, forme synthétique de la vitamine B9 utilisée dans l'enrichissement et les compléments alimentaires. Le panel EFSA a considéré qu'il n'existait pas de risque associé à la consommation élevée de folates, forme naturelle de la vitamine B9. En ce qui concerne les données de composition nutritionnelle des aliments, il convient alors de bien s'assurer de la source de la vitamine B9. Dans le cadre de la prévention du spina bifida, il convient d'insister auprès des femmes en âge de procréer sur la nécessité de consommer des aliments riches en folates, légumes verts, à feuilles, légumes secs, agrumes, etc. Pour les femmes sans antécédents particuliers qui désirent concevoir, une supplémentation systématique est préconisée, mais à une dose moindre de 0,4 mg par jour de 4 semaines avant la grossesse jusqu'à 12 semaines de grossesse. Enfin, il est recommandé de réaliser pour les femmes à risque élevé avec un antécédent de spina bifida, de diabète ou de traitement épileptique, une supplémentation en acide folique à la dose de 5 mg par jour dès qu'elles envisagent une grossesse. Voici quelles sont les sources alimentaires de la vitamine B9. Le terme cobalamine désigne les molécules à base de cobalt et susceptibles d'être converties en 2 coenzymes actifs chez l'homme, la méthylcobalamine et la 5-déoxyadénosylcobalamine. La méthylcobalamine est le cofacteur qui permet le transfert de méthyle du 5-méthyltétrahydrofolate, 5-MTHF, un métabolite de la vitamine B9, à l'homocystéine pour former la méthionine. La 5-déoxyadénosylcobalamine est impliquée dans le métabolisme du propionate dans la mitochondrie. Il existe une interaction entre le métabolisme de la vitamine B9 et celui de la vitamine B12, interaction due à leur rôle dans les processus de méthylation, notamment à la reméthylation de l'homocystéine. La vitamine B12 est exclusivement synthétisée par des bactéries et elle est présente dans les aliments d'origine animale liés à des protéines. Les sources végétales alimentaires sont naturellement dépourvues de vitamine B12 biodisponible. Certains produits végétaux ayant subi une fermentation bactérienne, comme c'est le cas de la bière, peuvent contenir de la cobalamine, mais en quantité très faible. Ici sont indiquées les références nutritionnelles de la vitamine B12. La vitamine C ou acide ascorbique a un rôle de coenzyme dans le fonctionnement d'un nombre limité d'enzymes, notamment pour la synthèse de la carnitine et l'hydroxylation de la proline du collagène. Ce dernier rôle explique les symptômes touchant le tissu conjonctif qui sont observés en cas de déficit important conduisant au scorbut. Par ailleurs, la vitamine C intervient dans les réactions radicalaires comme piégeur de radicaux libres ou au contraire comme producteur du radical hydroxyle en présence de fer et dans un contexte de réaction inflammatoire. Les principales sources alimentaires sont les fruits tels que le cassis et les agrumes,
et les légumes, en particulier le persil et le poivron rouge. Voici les références nutritionnelles de la vitamine C. Et un rappel des sources alimentaires de la vitamine C. La vitamine D dans l'alimentation est présente sous deux formes. La vitamine D2, l'ergocalciférol, produite par les végétaux, et la vitamine D3, le cholécalciférol, d'origine animale. Ces deux formes ont une activité biologique équivalente chez l'homme. Chez l'homme, la vitamine D est synthétisée de façon endogène par les cellules profondes de l'épiderme sous l'action directe du rayonnement ultraviolet. La vitamine D est active après une conversion en 1,25 dihydroxyvitamine D pour assurer une minéralisation des tissus minéralisés, l'os, le cartilage, les dents, pendant et après la croissance, et pour contribuer avec l'hormone parathyroïdienne, appelée également parathormone, PTH, au maintien de l'homéostasie calcique. Ici sont indiquées les références nutritionnelles de la vitamine D. Voici les principales sources alimentaires de vitamine D. La vitamine E est le terme commun pour 4-tocophérols, alpha, bêta, delta et gamma, et 4-tocotriénol, alpha, bêta, delta et gamma. Sa principale propriété est sa fonction antioxydante, active notamment pour bloquer la peroxydation lipidique. Elle nécessite l'activité de la vitamine C pour être régénérée et ainsi récupérer son pouvoir antioxydant. De la même façon, l'activité de la glutathione peroxydase participe à la réduction de la vitamine E oxydée. Ici sont indiquées les références nutritionnelles de la vitamine E. Le calcium est un constituant majeur de l'os et le minéral le plus abondant de l'organisme. Il représente 1 à 2% du poids corporel. Il est impliqué dans le contrôle de la contraction musculaire, dans la transmission nerveuse, la fonction vasculaire et la coagulation. Il joue un rôle clé dans la minéralisation du squelette, ainsi que dans de nombreuses fonctions biologiques telles que la contraction musculaire, l'excitabilité neuromusculaire, la vasomotricité, la coagulation sanguine, la perméabilité membranaire, la libération d'hormones, l'activation d'enzymes, ainsi que la signalisation cellulaire. La calcémie est finement régulée par la parathormone, le 1,25-dihydroxycholécalciférol, métabolite actif de la vitamine D, et par la calcitonine, et ce en lien avec les réserves osseuses. La régulation du métabolisme calcique intervient au niveau de l'absorption intestinale et de l'excrétion urinaire du calcium, de la résorption et de la formation de la matrice osseuse. Voici quelles sont les références nutritionnelles du calcium. Et voici les principales sources alimentaires de calcium. L'organisme d'un homme adulte contient environ 4 grammes de fer, dont la majorité, 70%, est présente sous forme héminique, c'est-à-dire associée à l'hémoglobine et à la myoglobine. Le reste étant sous forme non héminique, forme de transport et de réserve. Le fer joue un rôle essentiel dans de nombreuses fonctions biologiques, dans la respiration, c'est un constituant de l'hémoglobine qui est impliqué dans les échanges gazeux avec le milieu extérieur. Dans la fonction musculaire, le fer est un constituant de la myoglobine, forme de réserve de l'oxygène du muscle. Et il intervient dans l'activité d'enzymes impliquées dans de nombreux métabolismes. L'activité mitochondriale, avec le transport des électrons, la défense antiradicalaire, c'est un cofacteur de la catalase et de peroxydase, et la synthèse d'ADN. Les réserves en fer dans l'organisme sont finement régulées par des systèmes complexes, ceci afin d'éviter une surcharge qui serait délétère pour l'organisme. Du fait de sa propriété pro-oxydante, le fer est un métal de transition et donneur d'électrons. Cet écran présente les références nutritionnelles du fer. L'iode est indispensable à la synthèse des hormones thyroïdiennes, la triiodothyronine T3 et la tétraiodothyronine T4, qui jouent un rôle fondamental dans les processus de croissance et de maturation cellulaire, mais aussi dans la thermogénèse, l'homéostasie glucidique et lipidique, ainsi que dans la modulation transcriptionnelle de la synthèse protéique. Le rôle de l'iode dans le développement cérébral du fœtus au cours des premiers mois de la grossesse est fondamental. Voici les références nutritionnelles de l'iode. Une consommation moyenne de 8 grammes par jour de chlorure de sodium permet au sodium de jouer son rôle dans la régulation de la pression artérielle. Parmi les nutriments non énergétiques, on pourrait encore citer le cuivre, le magnésium, le manganèse, le phosphore, le potassium, le sélénium et le zinc. Dans cet écran et les écrans qui suivent, vous trouverez un récapitulatif des références nutritionnelles en vitamines et en minéraux pour les hommes et pour les femmes adultes.
Dans son dernier rapport, l'ANSES propose une nouvelle organisation des groupes alimentaires. On observe la création de deux nouveaux groupes, les légumineuses et les boissons sucrées. Les légumineuses sont séparées des féculents de par leur richesse en protéines et en fibres. Par ailleurs, l'eau est la seule boisson indispensable. Elle est donc séparée du groupe des boissons. Quant au jus de fruits, ils quittent le groupe des fruits et légumes et rejoignent le groupe des boissons sucrées.